Cette histoire commence avec des images de vidéosurveillance qui semblent complètement anodines, celles d'un couple qui passe une soirée dans un bar, qui rigole, qui s'embrasse et qui donne l'impression que tout va bien. Puis quelques heures plus tard, l'homme, un policier de Boston, est retrouvé mort dans la neige devant une maison où il n'aurait peut-être jamais dû entrer. Et très vite, cette affaire va devenir l'une des plus controversées du Massachusetts. Parce que les vidéos censées expliquer ce qui s'est passé vont au contraire créer encore plus de zones d'ombre, avec des séquences manquantes, des détails qui ne collent pas et des interprétations complètement opposées. Alors, forcément une question revient sans cesse. Est-ce qu'on voit vraiment ce qu'il s'est passé cette nuit-là, ou est-ce que la vérité se cache justement entre les images ? Autrement dit, a-t-on affaire ici à un accident ou à un meurtre dissimulé ? Pour bien comprendre cette affaire, il faut d'abord savoir qui étaient les deux personnes au cœur de cette histoire. D'abord, nous avons John O'Keefe. C'était un policier expérimenté du département de Boston. Au moment des faits, John a 46 ans. Il compte 16 années de service. Originaire de la ville de Braintree, il a obtenu un master en justice pénale à l'université du Massachusetts. Il a été policier auxiliaire à Duxbury et Falmouth avant de rejoindre le département de police de Boston à 29 ans. Il travaille dans une unité spécialisée chargée de surveiller les délinquants sexuels enregistrés. Mais derrière l'uniforme, sa vie personnelle a été marquée par un drame. En 2013 et en 2014, sa sœur et son beau-frère meurent à quelques mois d'intervalle. Cancer pour sa sœur et crise cardiaque pour son beau-frère. Du jour au lendemain, leurs deux enfants, alors âgés de 6 et 3 ans, se retrouvent orphelins. John prend alors une décision qui va changer sa vie. Il obtient la garde légale de sa nièce et de son neveu. C'est sa nièce qui est la plus âgée. Il les élève comme ses propres enfants. Selon ses proches, John, c'était quelqu'un de profondément généreux et de dévoué. Beaucoup disent qu'il passait son temps à aider les autres. C'était un homme responsable et très protecteur envers sa famille. Ses deux neveux sont rapidement devenus le centre de sa vie, ça vous l'imaginez. De l'autre côté, nous avons Karen Reid, c'est la petite amie de John. Elle a 45 ans. Elle est diplômée de l'université Bentley, où elle a obtenu une licence et un master en finance. Elle travaille comme analyste financière chez Fidelity Investments, l'un des plus grands groupes financiers américains, et en parallèle, elle est professeure universitaire. Brillante, indépendante, Karen mène une carrière stable et reconnue. À l'époque des faits, elle vit à Mansfield, tandis que John vit à Canton. Les deux ne vivent donc pas ensemble, mais ils se voient régulièrement. Leur relation remonte en réalité à plusieurs années. Ils s'étaient fréquentés brièvement en 2004, avant de reprendre contact bien plus tard, pendant la pandémie de Covid en 2020. Mais selon plusieurs témoins, leur relation est instable et parfois conflictuelle. Karen est très jalouse, possessive. John a de nombreuses ex dans son quartier. Il y a des disputes fréquentes qui sont évoquées entre les deux, notamment liées aux enfants et à leur éducation, car ils ne sont pas en phase là-dessus, même si Karen est la petite amie de John. C'est pas la mère des deux enfants, il n'y a pas de mariage entre eux, mais elle a envie de faire partie de leur éducation et ça peut paraître normal puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'ils se fréquentent. Ces petits conflits, en tout cas en apparence, vont être mis en avant lors du procès, puisqu'après la mort de John, certains messages vocaux laissés par Karen seront diffusés pendant ce procès. Dans ces messages, on l'entend dire « John, je te déteste ». Des mots violents qui, pour les procureurs, montrent un couple en pleine crise. Mais rien ne laisse présager ce qui allait arriver cette nuit-là. Ce 28 janvier 2022 commence par une dispute au sein du couple. John reproche à Karen de céder à tous les caprices des deux enfants et lui rappelle qu'elle n'est que sa petite amie, donc elle doit rester à l'écart. Contrariée
Par cette réflexion, et vexée, Karen part travailler, mais le couple continue à discuter via messages interposés. Karen reproche à John ses propos durs, mais John s'excuse. Ce jour-là, il faut savoir qu'il y a une tempête de neige qui s'abat sur le Massachusetts. Karen et John décident d'aller tout de même boire un verre pour évoquer ce qui s'est passé le matin même entre eux. John arrive dans un premier bar qui s'appelle le CF McCarthy's à 19h37 et Karen le rejoint un petit peu plus tard vers 20h50. Ils boivent quelques verres et tout ça est enregistré par les images de vidéosurveillance. Sur ces images, donc, on y voit Karen Reid et John O'Keefe s'embrasser, échanger des rires, des regards. Ils ont l'air de s'être réconciliés, c'est ce qu'on comprend. Ensuite, à 22h40, ils quittent le bar et vont au Waterfall Bar and Grill, où ils vont y retrouver des connaissances. Et attention, parce qu'à partir de là, je vais essayer d'être précis et je vais vous demander d'être concentré parce que c'est pas forcément facile à retenir. Il y a pas mal de protagonistes qui sont là, ce soir précis, et mine de rien, ils vont être importants pour la suite. Il y a donc, avec eux, dans ce nouveau bar, Brian et Nicole Albert. Brian, c'est un policier à la retraite. Il y a aussi leur fille, Kathleen. On a Jennifer McCabe, qui est la sœur de Nicole Albert, et son mari, Matt McCabe. On a aussi Chris Albert et sa femme Julie, qui sont des voisins de John et Karen. Enfin, plus précisément, des voisins de John. Toute cette bande, qui se connaît très bien, n'est pas amie avec John et Karen. Ils se connaissent parce que la nièce de John est copine avec la fille de Jennifer et Matt McCabe. Il y a aussi le fait, je viens de vous le dire, que John et Karen sont les voisins de Chris et Julie Albert, mais il faut aussi comprendre qu'ils ne s'entendent pas vraiment bien. En fait, John râle souvent sur leur fille qui jette des canettes de bière dans le jardin. Il y a aussi Brian Higgins, qui est un ancien vétéran. Lui, c'est un ami de John, mais aussi de Brian Albert. En tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, même si tout le monde n'a pas forcément de l'affinité avec tout le monde, ça n'empêche pas que tout le monde passe une soirée correcte ensemble. On voit d'ailleurs des images, regardez, de Brian Albert et Brian Higgins en train de simuler un match de boxe pour s'amuser. On remarque aussi que tout le monde picole. Karen boit d'ailleurs. Boit beaucoup, boit trop même. A priori, les témoins diront qu'elle aurait consommé 9 verres ce soir-là. À minuit, le bar ferme ses portes, alors le couple Albert propose de continuer la soirée chez eux, au 34 Fairview Road. En effet, le fils du couple fête son anniversaire avec des amis, et ils se disent que plus on est de fous, plus on rit. Des caméras de surveillance capturent Karen et John en train de quitter le bar à minuit 11, ils montent dans le SUV de Karen. Jennifer McCabe envoie des SMS à John pour lui donner l'adresse de la maison en question, la maison de Brian Albert, et lui indique précisément où se garer. Le SUV arrive devant la maison de Brian Albert à minuit 24. Les téléphones de John et Karen prouveront tout ça. C'est ce qui se passe dans les heures qui suivent qui constitue le grand mystère de cette affaire. À 5h du matin, le lendemain, la police reçoit un appel d'une femme qui s'appelle Kerry Roberts qui veut signaler la disparition de John. John n'est pas rentré chez lui. Puis à 6h du matin, la police est de nouveau contactée, cette fois-ci par Jennifer McCabe, expliquant, écoutez bien, qu'un corps vient d'être retrouvé à Fairview Road.
there's a guy unresponsive in the snow. In the snow at He 34? passed out, yes, 34, the Albert resident, yes. I just pulled up and found him. Okay, 34 Fairview? 34 Fairview, Canton, Mass, yes. 911 is unrecorded. Where's your emergency? Hello? Yes, I'm sorry, can you come to 34 Fairview Road in Canton? 34 Fairview? Yes, there's a man unresponsive in the snow. Okay. Is he blue at all? You've got to get here, okay? Okay. What's going on? Is he face down? We just flipped him over. Okay. And who's that in the background? Is that someone related? Okay, that's his girlfriend. His name is John O'Keefe. Okay, how old is he? John is 46 years old. 46. How long has he been outside? I don't know. I don't know. He got out of the car and is he breathing? A couple of hours. Is he Carrie? Is he? I don't know if he's breathing. There are two women trying to do his body heat, and they're hysterical. Okay, can you just try to ask him? I know it's tough, but we already have the fire department going. They just got to know if he's breathing. Is he breathing, you guys? No. It doesn't seem to be breathing. Okay, do they know how to do CPR? Do they want to attempt CPR? Can you guys, Carrie, can you guys do CPR? No, I guess he's gone. Okay. They don't feel comfortable doing so? No, I think he's passed away. Okay. All right, we got the fire department and the police department on the way. If everyone's declining CPR, then I'll hang up with you, and if anything changes, you can give us a call back. Where are you guys outside? Right out front of his car. I know, I'm on the phone with the ambulance. I know, honey, I know. He's not breathing. So, Carrie, you got to get off him, honey. Carrie, you got to get off of him. Oh my God, this is a scene. Do you know if there was any alcohol or drugs involved? They had been out. They've been out drinking? Yes, but I'm talking hours ago, maybe. And I think I don't know how long he's been in the snow. Okay. Is there any bleeding or anything? Maybe hit his head out? Yes, possibly. There seems to be bleeding in the face. Okay, bleeding from the face. All right. Yes. And how big's the pool of blood, if there is any? Something's coming out of his nose, and one of the women is doing CPR. Okay, one of the women is doing CPR? Yes, they're both working on him. All right, if she's doing CPR, just give us a call back if he becomes responsive, right? But we're on the way. Okay, thank you. Let me say. Quand les policiers arrivent sur place, ils découvrent 3 femmes. Karen, son amie Kerry Roberts et aussi Jennifer McCabe. Elle tente de réanimer le corps qui est inconscient, et ce corps est enfoui dans la neige. Il s'agit de John O'Keefe, et les femmes racontent. Selon Karen Reid, elle a déposé John la veille devant la maison de Brian Albert en lui demandant d'aller voir s'ils étaient toujours les bienvenus. John est rentré dans cette maison mais n'est jamais revenu la chercher. Elle a essayé d'appeler sans réponse. Énervée, elle est repartie parce qu'elle ne se sentait pas la bienvenue à cette soirée. Elle a essayé à plusieurs reprises de l'appeler, c'est ce qu'elle raconte. Vers 5 heures du matin, Karen panique parce que John n'est pas rentré à la maison. Il ne répond pas non plus à son téléphone portable. Elle appelle alors son amie Kerry Roberts. La nièce de John, qui elle est à la maison aussi avec Karen, appelle de son côté Jennifer McCabe. C'est là que Kerry a donc appelé la police pour signaler la disparition. Karen prend sa voiture pour tenter d'aller chercher John. Elle tombe sur Jennifer et Kerry qui sont sortis pour se joindre à elle dans sa recherche. Et c'est ce qu'elle raconte, elle retourne vers 5h45 à la maison voir si John n'est pas là. Les 3 femmes décident toujours dans sa déclaration d'aller chercher John ensemble et de conduire jusqu'à la maison des Albert. Les 3 femmes arrivent devant la maison du 34 Fairview Road à 6h du matin. La tempête de neige s'est intensifiée et la visibilité est très faible, mais soudain, elles aperçoivent quelque chose près d'un mât de drapeau. Un corps. C'est John. Paniquées, les femmes tentent un massage cardiaque. Sans succès. John est transporté à l'hôpital, mais il est déclaré mort peu après. L'autopsie conclut à un traumatisme violent à la tête et à une hypothermie. John présente quelques blessures au bras, genre de grosses égratignures. Il a aussi les 2 yeux gonflés. Que s'est-il passé ?
Karen est sous le choc, elle est anéantie et l'enquête commence. Mais très vite, les enquêteurs s'intéressent à Karen. Et ce pour 2 raisons. Sur son SUV, le feu arrière droit est brisé. Le feu s'est-il brisé suite à une collision? C'est ce que se posent comme question les enquêteurs. Bizarrement, les premiers policiers sur place le matin de la découverte du corps n'ont trouvé aucun débris de feu. De plus, Jennifer raconte que Karen lui a dit qu'elle s'était disputée avec John, mais qu'elle n'avait aucun souvenir de la soirée. Elle a juste pris conscience qu'il n'était pas rentré. Karen lui aurait dit « Est-ce que je l'ai percuté ? Aurais-je pu le percuter ?» Et un policier présent sur les lieux, quand ils ont été appelés, affirme que Karen, hystérique, répétait cette phrase « Je l'ai percuté, je l'ai percuté !» Jennifer affirme que malgré ces SMS, John et Karen ne les ont jamais rejoints chez Brian Albert. Ils ont donc pensé qu'ils rentraient chez eux, qu'ils avaient changé d'avis. Pour les enquêteurs, c'est important, cette phrase, ce que raconte Jennifer, parce que Karen, elle a expliqué que John était rentré à l'intérieur de la maison et qu'elle n'avait pas de nouvelles. C'est pour ça qu'elle est partie, ne se sentant pas acceptée dans cette soirée. La théorie des enquêteurs est simple. Karen a dû percuter John avec son SUV, ça a brisé son feu arrière et elle a fui la scène de crime. Il neigeait beaucoup cette nuit-là, faut le rappeler. Un accident peut arriver et n'oublions pas que Karen avait pas mal bu. Karen aurait pu au volant de son SUV ne pas voir John et le percuter quand il est sorti de la voiture pour se rendre à la soirée. Mais dans ce cas, Karen aurait dû sentir le choc et tout de suite appeler les secours. Vous renversez un proche, vous ne pensez pas à fuir. La première chose, c'est de sortir les dés. Ils étaient quand même en face de la maison. Ou alors, Karen ne s'en est pas rendu compte. C'est peu probable pour les enquêteurs. Le coup, c'est ce que dit le médecin légiste, a été violent. Alors les enquêteurs se demandent si Karen n'a pas fait exprès de renverser John. Ou si l'accident, si c'en est un, n'a pas finalement arrangé Karen. Ils décident donc de fouiller son téléphone. Entre 00h30 et 6h du matin, Karen a appelé John une 50aine de fois et laissé des messages. Dans l'un d'eux, Karen crie « Je te déteste ». Dans un autre, elle l'accuse de la tromper. « John, je rentre chez moi. Je n'arrive pas à croire que je dois rentrer chez moi. Tu es en train de te servir de moi en ce moment. Tu es une autre fille. Ta nièce dort à côté de moi. T'es un putain de loser. Va te faire foutre. » Mais vers 4h du matin, le ton change. Elle semble réellement paniquée. Elle lui demande « Où es-tu » Alors les enquêteurs commencent à écrire ce qui s'est passé. Ils affirment que Karen, en colère contre John et alcoolisée, fait marche arrière. Peut-être pas dans l'intention de le tuer, ou peut-être que si finalement. En tout cas, elle percute John avec son SUV avant de repartir et le laisser mourir dans la neige. Homicide volontaire ? Homicide involontaire ? Difficile à dire à ce stade. Le couple se disputait souvent. Karen pensait que John l'a trompé. Ils se sont peut-être engueulés dans la voiture et l'alcool aidant, Karen a pété les plombs. Un crime passionnel. Ça se tient aussi. Mais pour la défense, l'histoire est complètement différente. Les avocats de Karen avancent une hypothèse explosive. Selon eux, John n'a jamais été percuté par une voiture, mais il a été tué à l'intérieur de la maison du policier. Leur théorie est la suivante. John serait bien entré dans la maison cette nuit-là pour continuer la fête, mais il a été tué. Une bagarre aurait peut-être éclaté. Pourquoi ? On ne sait pas, mais John serait mort en tout cas à l'intérieur. Mauvaise chute peut-être. Attaqué par le chien de la famille Albert. Ça expliquerait les blessures au bras de John, les grosses égratignures. En tout cas, d'après des médecins interrogés, les blessures sur le corps de John ne seraient pas liées à un accident de voiture, mais écoutez bien, plutôt à une attaque, avec morsure et coup de poing. Et la famille Albert a un berger allemand. Enfin, plutôt avait. Parce que bizarrement, la famille s'est débarrassée du chien en mai 2022, soi-disant parce que le chien s'est montré méchant avec un autre chien. C'est pratique, non ? Pour la défense, ça prouve qu'il s'est passé quelque chose. Les gens présents dans la maison paniquent. Que faire du corps ? Parmi eux, il y a des policiers. Ils prennent les choses en main. Pour éviter le scandale, les amis policiers auraient fabriqué une scène de crime et fait porter la responsabilité à Karen. Après tout, ce sont des simples connaissances. Les enquêteurs creusent toutes les pistes, mais vous l'avez compris, la défense de Karen avance cette hypothèse. Le téléphone de John s'arrête d'enregistrer des mouvements peu après minuit. Donc,
Ça ne donne pas beaucoup d'indications. Mais par contre, au cours de la nuit, la batterie s'est refroidie. On sait qu'à minuit 37, la batterie est à 22 degrés. À 6h14 du matin, la batterie est à 2,7 degrés, selon les analyses. Ça montre une baisse de près de 20 degrés sur environ 5h37. Et ça, pour la défense, ça veut dire beaucoup. Le refroidissement était trop lent pour un téléphone réellement exposé au froid extérieur. Mais les experts sont divisés sur la question. Donc, difficile d'en tirer de véritables conclusions. Alors, on va s'intéresser à une caméra de sécurité, cette caméra précisément qui donne devant chez John. Il faut bien que vous vous repériez sur cette séquence. On est devant le domicile de John. Vous avez ce parking qui donne devant chez lui. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres voisins qui habitent à proximité qui peuvent se garer de temps en temps aussi au niveau de ce parking. Et d'ailleurs, regardez bien, on voit en haut à gauche de l'image la voiture de John qui est garée. Et pourquoi ce plan est très intéressant ? Parce qu'il va nous livrer des informations importantes durant cette fameuse nuit. On peut se rendre compte par exemple qu'à 23h44, on voit un mouvement. Ce mouvement, c'est celui d'une voiture blanche. On voit un homme sortir. Cet homme s'appelle Michael Camerano et en fait, cet homme venait simplement chercher sa fille qui avait l'habitude de traîner chez John puisque c'est une copine de la nièce de John qui était donc présente ce soir-là au domicile de John pendant que lui, John, était, si vous avez bien suivi l'histoire, au bar avec Karen. Et donc, cette image n'est pas extraordinaire, c'est juste pour qu'on puisse comprendre le timing. 23h44, Michael Camerano repart ensuite avec sa fille. La prochaine image que l'on obtient, toujours sur cette séquence, c'est à 5h07. Et regardez, cette image, je trouve, est très importante parce qu'on voit ce coup-ci Karen reculer du garage de chez John. Il est 5h07. Ça correspond au moment où en fait elle commence à paniquer parce que John n'est pas rentré. Elle recule avec sa voiture, sa Lexus. Et faites attention, regardez, elle recule tellement que en haut à gauche, hop, elle semble cogner dans la voiture de John. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai l'impression que la voiture bouge. Et pour moi, ce moment est très important parce que ça correspond, pour moi encore une fois, au moment où elle brise son feu arrière droit. On retrouve quasiment 45 minutes plus tard la voiture de Karen, à nouveau devant chez John. Il est 5h46. C'est le moment où elle revient avec Carrie Roberts et Jennifer McCabe pour voir si John, entre-temps, n'est pas rentré à la maison. Parmi tout ça, il y a un fait qui est extrêmement étrange, c'est que les premiers policiers qui arrivent sur place, quand il y a l'appel de Jennifer McCabe notamment, et qu'on retrouve le corps de John, ils ne trouvent aucun débris sur la scène de crime. Quelques jours après, les enquêteurs en trouvent des dizaines. Des dizaines qui sont apparues comme ça par magie. Autre fait que dénonce la défense, pourquoi n'y a-t-il aucune vidéo du moment où Karen rentre en voiture chez John la nuit du drame ? On passe de 23h44 à 5h07. Pourquoi ? La défense de Karen est convaincue que cette vidéo a été effacée pour ne pas voir que son feu était intact à ce moment-là. Si on en croit les enquêteurs, Karen a percuté John quand elle part de chez les Albert, mais s'il y avait cette fameuse vidéo, cette fameuse séquence, au moment où elle rentre chez John, et pour la défense, on verrait que son feu arrière est toujours intact, et donc qu'elle n'a pas pu renverser John. Enfin, il y a une autre vidéo qui est analysée, et c'est probablement la vidéo la plus controversée. Elle montre le SUV dans le garage du poste de police de Canton, après sa saisie. Garage qui appartient à un ami de Brian Albert au passage. Et sur cette vidéo, on y voit l'enquêteur principal, Michael Proctor, rôder près de la voiture. Et pendant 20 secondes, il est près du feu gauche, sans qu'on ne puisse voir ce qu'il fait réellement. Le problème, c'est que la vidéo est inversée. Tout est filmé en effet miroir. La défense a découvert que la vidéo présentée au jury
est miroir, elle est inversée, parce que les écritures dans l'image sont à l'envers. Et donc, que fait vraiment cet enquêteur pendant 20 secondes devant le feu cassé? Pour la défense, il a pris des débris pour les déposer sur la scène de crime. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'enquêteur principal ferait une telle chose? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose de dingue dans cette affaire. La famille Albert est aussi très proche de Michael Proctor, qui est donc, vous l'avez compris, l'enquêteur principal de cette affaire. Pour la défense de Karen, c'est une drôle de coïncidence. Et puis, dans la famille Albert, il y a aussi Kevin, un autre frère, qui est officier de police à Canton. Ça sent le conflit d'intérêts quand même. D'après la défense de Karen, la sœur de Michael Proctor lui aurait envoyé un SMS 2 jours après la mort de John qui disait ceci. « Je viens de voir Julie Albert. Et Julie a dit qu'une fois tout cela terminé, elle veut t'offrir un cadeau de remerciement. » Il existe aussi des débats autour de vidéos qui n'existent plus ou n'ont pas été conservées. Par exemple, il manquerait 40 minutes de vidéo lors de la récupération du SUV par la police. Au lieu de clarifier les choses dans cette affaire, les images de vidéosurveillance ont accentué les doutes, notamment à cause de vidéos inversées, d'angles incomplets, d'images manquantes. Ces controverses ont contribué à la polarisation de l'affaire et aux accusations de mauvaise conduite de l'enquête. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres éléments qui intriguent. La recherche Google. Jennifer a fait une recherche Google sur, je cite, « Combien de temps faut-il à une personne pour mourir dans le froid ?» Mais Jennifer ne l'a pas dit à la police immédiatement. C'est quand elle est interrogée qu'elle affirme que c'est Karen qui lui a demandé de chercher ça. Étrange, pourquoi Jennifer aurait fait cette recherche? Et surtout, si c'est le cas, elle aurait dû en parler à la police le jour J. Autre élément à pointer du doigt dans la nuit de la mort de John. Brian Albert et Brian Higgins se sont appelés quelques secondes. Jennifer a appelé John. Il parle d'appels involontaires. 8 appels au total. Ça fait beaucoup quand même pour des appels involontaires. C'était quoi? Brouiller les pistes? Bizarrement, Brian Higgins a détruit sa carte SIM quelques heures après le drame. Il répond à cette question. Pourquoi avez-vous détruit votre carte SIM? Il dit « c'est mon droit ». Sauf qu'il y a quelque chose qui arrive aux oreilles des enquêteurs, quelque chose qu'on ne savait pas. Une relation entre Karen et Brian Higgins. Brian avouera que Karen et lui avaient commencé une relation 2 semaines avant la mort de John. Higgins avoue qu'ils s'étaient embrassés lors d'une soirée et qu'ils s'étaient envoyé des textos romantiques dans les semaines qui ont suivi. John étant un ami, il n'était pas très à l'aise, mais était très attiré par Karen et espérait que la relation entre elle et John prenne fin. A priori, pour Karen, c'était un moyen de rendre jaloux John que de flirter avec un autre homme, mais Brian a l'air plus attaché. Voici des extraits des échanges SMS entre Karen Reid et Brian Higgins quelques jours avant la mort étrange de John O'Keefe. Comment t'as eu mon numéro? L'émission de Mélissa et Lito. Je pensais que t'avais fouillé dans le téléphone de John. Pas du tout. Franchement, j'étais sûrement la dernière personne à ne pas avoir ton numéro. Je crois même que Kerry l'a. Quoi? Mais je donne jamais mon numéro comme ça. Comment Kerry pourrait l'avoir? On parlait de se faire un petit week-end avec le groupe de Curran. Un truc simple, rapide, peut-être louer une maison à Fort Lauderdale. Je suis la reine des vacances, moi, toujours partante. Je vais à Nashville le mois prochain, du 19 au 21, pour un événement. Un gars s'est fait tirer dans la tête. Tu devrais venir. T'es un peu solitaire, non? Enfin, je l'étais aussi avant. Pas vraiment. J'ai pas mal de potes. Mais je laisse entrer qu'un petit cercle. Tu crois m'avoir cerné? On ne cerne jamais complètement quelqu'un. Ton père est mort quand t'étais jeune? Il est mort en mars 2020. Et non, je suis pas un loser. Tu me cerneras pas comme ça. Je disais pas ça. Solitaire, ça veut pas dire sans amis. Désolée, c'est récent. C'était pas le Covid? Non, cancer. Je sais que tu sors avec des filles qui oublient de fermer leur porte à clé. Et toi, t'es quelqu'un de discret, observateur. Désolée, c'était quoi comme cancer? Poumon, cerveau, rein, bassin. T'inquiète, la vie est dure parfois, je gère. On s'est déjà parlé? La vie est dure, perdre quelqu'un, c'est le pire. Désolée. Oui, on s'est parlé. On s'est parlé, c'est tout? Ted Brockton, non? Balance. On avait discuté de la fille qui oubliait de fermer sa porte. Ah oui. Elle, ça fait 3 mois qu'elle est hors jeu. J'ai juste eu une invitation samedi. Et t'as dit oui? Pas encore, mais j'ai répondu. Et t'as répondu quoi, monsieur mystérieux? Que je voulais pas m'imposer dans une soirée de couple. Je suis timide. Nous, on préfère traîner avec des célibataires. John dit que Brian est indécis. T'as dit à John que tu m'avais écrit? Non. T'es de mauvaise humeur? Non.
Arrête juste avec les histoires de couple. La plupart ne s'aiment même pas vraiment. Donne-moi des exemples. Je sais pas, tous. Ils veulent tous traîner avec des célibataires. Faute. T'es nul. Toi aussi, double faute. T'es séduisant. T'es sérieuse ou tu te moques de moi? Non, je suis sérieuse. C'est réciproque. C'est un problème? Depuis quand tu penses ça? Tu conduis? Tu veux pas rester ici? J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que tu te moques de moi. Pourquoi tu penses ça? Parce que ça sort de nulle part. Ces sentiments, ça vient d'où? Je pense juste qu'on se ressemble. Comment ça? T'as des enfants? Non, et en quoi je te ressemble? On est pareil, non? Peut-être. Sois honnête avec moi. Je te l'ai dit, je pense juste qu'on est pareil. D'accord, et maintenant? Je sais pas. Tu devrais savoir, non? Tu m'aimes bien? Oui, et c'était le cas dès le début. Depuis quand? Depuis la première fois que je t'ai vu. Et toi? Je sais pas, t'es juste mon type. Tu crois que tu peux gérer ça? Je pensais que t'étais heureuse. Comment tu sais si je suis heureuse? J'ai toujours pensé ça de toi. Quoi? Que t'étais attirante, intelligente, drôle, mais je pensais pas que t'étais intéressée. Drôle? Oui, rapide dans tes réponses. Maintenant, dis-moi pourquoi t'as mon numéro. Je pensais juste qu'on venait du même coin, du même environnement. Je suis content d'être passé. J'aurais dû venir plus tôt. Tu vis vraiment à Mansfield? Oui, j'étais presque en train de te supplier de venir. T'as pas besoin de supplier. Hein? Je te donnerai tout ce que tu veux. Pourquoi tu réponds plus? Non. À toi de jouer. Tu veux quoi? Bonne question, toi. Tu veux quoi? C'est moi qui ai demandé. Non, c'est toi qui as lancé ça. Vous êtes ensemble avec John ou c'est fini? Je sais pas, il a couché avec une autre fille en vacances. Je suis proche de sa nièce, c'est une situation compliquée. C'était quand? Et comment t'as appris ça? Au Nouvel An, on était 4. J'ai couché les enfants et je l'ai trouvé dans le hall de l'hôtel avec une amie. Bref, ça change rien. Si, ça change. Ils ont couché ensemble. Ça change quoi? Désolé, j'essaie juste de comprendre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ok, j'insiste pas. Je m'en fiche, ça change rien. D'accord, message reçu, Karen. Brian aurait-il voulu que John disparaisse? Ou Karen? Le soir, au bar, Brian a envoyé un texto à Karen, mais celle-ci l'a ignoré. Brian Higgins a sûrement été vexé. Il y a un témoin qui va intervenir aussi dans cette affaire, c'est un conducteur de chasse-neige. Il est passé vers 2h30 devant la maison des Albert, et il est sûr de lui. Il n'y avait rien dans la neige à ce moment-là. Mais vers 3h30, il y avait une Ford Edge devant la maison, qui cachait la vue de la porte d'entrée. C'est pratique si on veut sortir quelque chose de la maison sans être vu. Dans tous les cas, Karen est arrêtée une première fois en février 2022 pour homicide involontaire. Elle plaide non coupable, elle est relâchée en attendant la suite de l'enquête, mais l'enquête avançant en juin 2022, un grand jury inculpe Karen Reid de meurtre au second degré, d'homicide involontaire sous l'influence de l'alcool et de départ des lieux, de blessures corporelles et de décès. Elle est arrêtée une nouvelle fois le 9 juin 2022 sous les yeux des caméras et ce qui intrigue l'opinion publique, c'est qu'elle s'inquiète d'être en pyjama devant les caméras et demande à pouvoir récupérer ses habits. On dira par la suite qu'elle s'inquiète plus de son apparence que du fait d'être arrêtée pour meurtre. Le procès s'ouvre en avril 2024 et devient un véritable spectacle médiatique. Des manifestants se rassemblent devant le tribunal. Certains soutiennent Karen, d'autres réclament justice pour John. La ville entière se divise. Des accusations de corruption et de dissimulation circulent. L'enquêteur principal, Michael Proctor, est licencié après qu'une commission disciplinaire a découvert qu'il avait envoyé des messages sexistes et grossiers à propos de Karen Reid à sa famille et à ses collègues. Son témoignage a été déterminant lors du premier procès et la défense a utilisé ces textos pour invoquer des partialités et le fait qu'il a négligé des suspects. En effet, Michael Proctor a laissé des messages 16 heures après le drame à un ami policier en lui disant que Karen, la cinglée, n'aurait aucune chance de s'en sortir. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune photo à poil sur son téléphone et il demande aux policiers de ne pas trop embêter le proprio de la maison, qui est, je le rappelle, possiblement la scène de crime, car c'est un ancien flic. Alors, faute professionnelle? Où est-il impliqué? Après des mois d'audience préliminaire supplémentaires suite à l'annulation du procès, la sélection du jury pour le second procès de Karen Reid débute le 1er avril 2025. Les procureurs réaffirment leur théorie. Karen a percuté John avec sa voiture. Mais la défense insiste sur les incohérences de l'enquête. Les blessures sur le corps de John ne sont pas compatibles avec une collision de voiture, ce qui a été
confirmé par plusieurs experts, dont 2 experts en reconstitution d'accidents. Les blessures font penser à celles d'un chien et le berger allemand de la famille a été éliminé quelques mois après le drame. Les débris du feu de voiture sont apparus quelques jours après sur la scène. Bizarrement, juste après que Michael Proctor soit allé fouiner autour du feu dans le garage. La défense dit aussi qu'il y a trop de liens entre les protagonistes et surtout avec l'enquêteur principal. La recherche de Jennifer sur Google, la voiture garée devant la maison à 3h30 qui cache la vue, la relation qu'entretenaient Karen et Brian Higgins, celui-là même qui a détruit son téléphone. Au procès, plusieurs autres problèmes dans l'enquête sont révélés. La scène de crime n'a pas été sécurisée pendant des heures. La neige a recouvert rapidement les preuves et certains policiers collectent du sang avec des gobelets en plastique. La maison des Albert n'a jamais été fouillée ou perquisitionnée. Pour la défense, ces erreurs montrent que l'enquête est biaisée dès le début et trafiquée. Après des semaines de témoignages, le verdict tombe. Karen Reid est acquittée le 18 juin 2015 des accusations principales. Elle est reconnue coupable seulement de conduite en état d'ivresse. Elle reçoit une peine de probation. Mais même après le verdict, le mystère reste entier parce que 2 versions opposées existent encore. Karen Reid a frappé John O'Keefe avec sa voiture et l'a laissé mourir. John O'Keefe est mort après être entré dans cette maison et quelqu'un a caché la vérité. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent que s'est-il vraiment passé cette nuit-là à Fairview Road. Si ce n'est pas Karen, peut-on penser qu'il y a eu une bagarre ? Alcoolisé, John a peut-être compris que Brian Higgins avait eu une relation avec Karen et les 2 hommes se sont battus. Ou alors Brian Higgins a monté un coup pour se débarrasser de son rival, protégé par la police. Ces personnes ne sont toujours pas inquiétées. De nouveaux éléments étudiés lors des procès ont fait surface dans les médias il y a quelques mois. On va les passer en revue. On voit les allées et venues le matin de la mort de John. On voit par exemple Karen rentrer à midi. Après avoir été à l'hôpital, elle est accompagnée de son père. Mais il manque toujours certaines séquences. Autre vidéo qui pose clairement des questions sur Brian Higgins. Les vidéos de surveillance le montrent au commissariat de police à 1h30 du matin, la nuit de la mort de John. Il a dit qu'il y était allé pour déplacer des voitures pendant la tempête de neige. Et pourquoi ? Higgins est présent au commissariat de Canton en pleine nuit vers 1h30. Il est filmé à l'intérieur du bâtiment, se déplaçant dans certaines zones, les couloirs, des espaces communs. À certains moments, il semble consulter son téléphone ou être occupé sans interaction évidente avec d'autres personnes. Téléphone qu'il a quand même, je le rappelle, détruit par la suite. Sur le parking, une autre caméra le montre à l'extérieur. Sur le parking du commissariat, il est vu près de son véhicule, semblant soit y entrer, soit en sortir, soit récupérer quelque chose. La défense s'en est servie pendant le procès pour souligner un comportement inhabituel. Présence tardive au commissariat, c'est quand même bizarre. Elles alimentent des questions sur ce que Higgins faisait exactement à cette heure-là. Est-ce qu'il a manipulé des objets ou des éléments liés à l'enquête ? L'accusation, elle, a soutenu que ces images n'apportent pas de preuves directes d'implication criminelle.
Mais ces nouvelles vidéos mettent en lumière le possible rôle de Brian Higgins dans cette affaire. Pour de nombreux youtubeurs et enquêteurs en herbe, la police devrait se concentrer sur cet homme. Mais pour l'instant, rien ne semble prouver, en tout cas pour la justice, que Brian Higgins est un potentiel suspect. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une affaire très complexe, une affaire que vous connaissiez certainement, mais j'avais envie, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient demandé de la traiter il y a de cela plusieurs semaines déjà, j'avais envie de remettre tout dans l'ordre, déjà pour moi, parce que j'avais vu passer le procès, je connaissais plus ou moins l'essentiel de l'affaire, mais je ne connaissais pas tout ce qu'on a découvert dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de choses, beaucoup de précisions. Et je voudrais beaucoup remercier Karina, qui m'a énormément aidé dans l'élaboration de ce script, notamment pour rechercher toutes les séquences de vidéosurveillance, tous les détails clés qu'on a dans cette vidéo. Eh bien, c'est en grande partie grâce à Karina. Donc, merci pour son aide. Longue vidéo qui, je l'espère, vous aura encore une fois apporté certaines précisions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.